Bonjour à tous et à toutes. Xavier Gomez, directeur général et cofondateur d'Invio. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette table ronde sur la thématique des nouveaux outils de création de comptables augmentés, avec notamment les représentants de la société Libéo, iPadzat et ChainTrust. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Pierre-Antoine Grandier, CPO et CTO de Libéo. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Mais également Sébastien Claes. Claes, Claes. comment on prononce Claes, donc CEO de iPadzat, et également Michael Gandon, CEO de ChainTrust. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Le Covid, pour vous, je vois déjà Pierre-Antoine sourire avec le mot-clé Covid, a été, je pense, un accélérateur. Enfin, vous nous le direz plus en détail dans quelques minutes, qui a permis, en tout cas de mon point de vue, en tant que, on va dire, spécialiste, analyste du monde de la financier et de la fintech, a été un accélérateur et a contribué pour moi à sauver quelque part les TPE et les PME. Et je suis content d'avoir vu vos sociétés à la fois de pouvoir lever, d'autres sont en attente de lever des fonds, mais d'avoir été utile à notre sphère TPE-PME. Et donc pour ça, je voulais vous dire bravo. Franchement, parce que ça n'a pas été facile, je pense. Tout le monde est un peu stressé dans cette période, mais au moins, vous avez participé aux 5 ou 6% de PIB sur 2021 sur cette tranche TPE-PME. Et donc, on va faire un rapide tour de table. Je vais simplement vous demander de vous présenter vos fonctions et afin que notre audience vous connaisse un peu mieux. Michael, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Mickaël. J'ai fait 8 ans de ma vie en cabinet d'expertise comptable et je me suis aperçu que la majorité des tâches que faisaient les collaborateurs comptables dans les 22 000 cabinets d'expertise comptable français étaient souvent des tâches récurrentes, en fait. C'était souvent des tâches sans valeur ajoutée. Environ 60% des tâches, c'est des tâches récurrentes. Et du coup, moi, j'ai eu envie de libérer les comptables de ces tâches en me focalisant sur les tâches à faible valeur ajoutée qui prennent du temps. Donc la saisie comptable, le rapprochement bancaire, pour laisser les experts comptables se concentrer et leurs collaborateurs se concentrer sur les vraies tâches, le conseil, l'analyse de marge, les PGE, voilà. Merci Michael. Pierre-Antoine. Mais du coup, une histoire un petit peu similaire. Alors, c'était pas en expertise comptable. Mon parcours, c'est plutôt d'avoir entrepris avec mes associés. Et on a fait un peu le même constat, c'est que en étant entrepreneur, en dirigeant des petits business, on passe ses soirs et ses week-ends à faire des tâches ingrates. Et donc, Libéo, la promesse, c'est de permettre à l'entrepreneur de se libérer de ces tâches ingrates, notamment aujourd'hui en payant ses fournisseurs. Donc, on va permettre via Libéo de centraliser ses factures, de les valider en équipe et de les payer directement depuis la plateforme en essayant d'enlever toutes les tâches à faible valeur ajoutée en se concentrant sur ce qui apporte de la valeur. Et tu as une particularité parce que tu es à la fois CTO, mais comme tu n'as pas assez de travail, tu es CPO. J'ai les deux casquettes, effectivement. Ce qui est intéressant, puisqu'on a une grosse composante technique et en même temps au service de ces entrepreneurs qui nous utilisent, de ces entreprises qui nous utilisent. Donc voilà, cet aspect produit est aussi assez riche. Merci Pierre-Antoine. Sébastien. Oui, moi c'est un peu la même chose que Pierre-Antoine. Contrairement à Michael, c'est un constat côté entrepreneur. Donc pareil, j'ai monté une première boîte en 2014 et on s'est rendu compte de toutes les problématiques de préparation comptable, de gestion financière. Et ayant initialement un background ingénieur informatique, je déteste faire 2 fois la même chose. Et j'ai tout de suite voulu automatiser un maximum d'étapes dans ce processus. Et ça, c'est l'idée initiale qui nous a amené à créer iPadzat. Merci bien. Si maintenant on rentre dans le vif du sujet, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la proposition de valeur que chacun d'entre vous propose, notamment à votre cible, qui sont pour moi les TPE et les PME? Alors, nous, la proposition de valeur, ça va être de faire gagner du temps. Nous, on cible les PME et les TPE, mais via les experts comptables. Nos principaux clients sont les experts comptables, parce qu'ils ont en moyenne entre 100 et 114 PME. Et donc, la vraie valeur qu'on apporte, c'est de les libérer pour se concentrer sur les tâches à vraie valeur ajoutée. Et l'avantage du client final de la PME, c'est qu'en fait, il va utiliser ChainTrust pour glisser ses documents et il va se libérer aussi l'esprit. Et c'est un vrai outil de communication avec son comptable. Fini les OneDrive, fini les choses comme ça.
Côté entrepreneur, on s'est rendu compte qu'une grosse majorité du temps perdu, c'était dans le sourcing du document. Donc on avait voilà, les factures, elles sont à 90% déjà présentes digitalement sur Internet, mais elles sont éparpillées partout. Du coup, notre métier ici, c'est principalement de faire gagner du temps à ce endroit-là et d'essayer de récupérer un maximum de factures, donc cette matière première pour la comptabilité, au même endroit. Mais je dirais que c'est un petit peu la même chose. Effectivement, il y a cette logique de gagner du temps, ça c'est certain. Je pense que la deuxième proposition de valeur qu'on cherche à délivrer, c'est gagner du contrôle. Et je pense que c'est un des gros axes aussi de valeur qu'on peut générer, notamment grâce à l'automatisation. C'est de renforcer les processus tout en se libérant du temps, ce qui est assez génial. C'est d'aller plus loin sans y passer plus de temps. Aujourd'hui, très clairement, on a fait des sauts technologiques qui sont voyants partout dans le monde des startups. On peut vous qualifier de fintech. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quels sont les éléments d'IA que vous utilisez afin de proposer vos services à ces TPE-PME? Donc nous, en fait, on va analyser. Donc nous, on va faire 3 process. On va d'abord lire la facture. Ensuite, on va mettre les données comptables qu'on extrait de la facture dans le bon compte. On va extraire les données bancaires et on va les lier à cette facture pour faire un process un peu compliqué qu'on appelle le rapprochement bancaire. Donc les gens pensent qu'on est un ECR, donc on lit que la difficulté c'est de lire la facture. En fait, la lecture de facture, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies et qui est très simple. Ce qui est vraiment compliqué, c'est quand je prends une facture Apple, en fait, si j'achète un iPad pour moi, ça ne va pas dans le même compte que si j'achète un iPad pour le revendre, ou c'est de l'achat pour revente, alors que l'autre, ça peut être de l'immobilisation, alors que ça peut être de la charge. Donc nous, notre job, c'est vraiment de décoder l'ADN comptable avec la compta de l'année dernière de la boîte pour ensuite mettre les comptes au bon endroit. Et le CER, c'est un peu aléatoire, enfin c'est une technologie qui est maîtrisée aujourd'hui. Et pareil sur l'import des données bancaires, c'est les mettre dans les bonnes cases. Une autre partie où on peut utiliser l'intelligence artificielle, ça va être même en amont de ça. C'est-à-dire que, je prends un exemple, dans iPadzat, on détecte une bonne partie des factures qui sont reçues par mail. Et ici, il y a une première couche d'intelligence artificielle, enfin une couche d'intelligence algorithmique, où on va détecter principalement ce que c'est qu'une facture et ce qui n'en est pas une. Donc il faut une première passe de détection et être capable, en fait, en se trompant le moins possible pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée pour l'entrepreneur, de détecter ça en amont aussi. Pour compléter du coup de manière très complémentaire, et c'était intéressant parce que je crois que dans les processus qui étaient mentionnés tout à l'heure, il y en a beaucoup qu'on peut reprendre. Effectivement, il y a cette logique d'OCR et de reconnaissance de documents d'import. De notre côté, comme on fait du paiement, on a toute cette logique de KYC qu'on cherche beaucoup à automatiser. On a cette logique de fraude et on a cette automatisation du process bout en bout avec une finalité par exemple qui est de payer une facture sans interaction. Donc ça, c'est des choses qu'on intègre. Et aujourd'hui, vous nous avez expliqué en quelques mots en quoi l'IA peut aider les TPE, les PME effectivement à gagner du temps par rapport à votre proposition de services et de valeur. Est-ce qu'on peut dire que dans les acteurs qui travaillaient dans ce secteur, est-ce qu'il va y avoir des perdants, des gagnants? Parce que je pense notamment aux experts comptables. Est-ce que c'est des acteurs qui vous voient comme des concurrents? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont un peu évolué, ils vous voient comme des partenaires? Vous avez des choses à nous partager de ce point de vue-là? Alors nous, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que la saisie comptable, c'est un vrai problème pour les experts comptables en termes RH. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les cabinets d'expertise comptable ne veulent pas faire de la saisie. Donc en fait, on a même des clients qui prennent ShaneTrust juste parce qu'ils ont du turnover. Et on le voit bien d'ailleurs quand on fait les rendez-vous pour les mettre en place. Ce n'est pas l'associé principal qui utilise ShaneTrust. Et voilà, c'est vraiment le manager qui dit « je veux ShaneTrust » et l'associé valide. Dans les cabinets très structurés, c'est pareil. Donc pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le fait que les tâches à faible valeur ajoutée doivent être automatisées. Enfin, c'est mon avis personnel. Et on arrive à réunir les acteurs, que ça soit, par exemple, dans ton cas, sur ShaneTrust, l'expert comptable et à la fois le client à qui vous
sans aucun problème? Oui, tout à fait. Je pense qu'on produit des solutions assez complémentaires et que dans les différentes fintech actuelles, il y a forcément une UX qui est pensée pour le client final, une UX qui est pensée pour l'expert comptable. Donc, il est partie prenante du choix et lui, ça l'arrange aussi parce qu'il gagne en temps, en sérénité, à retrouver ses documents, à faciliter son classement, à faciliter son ordonnance, à faciliter le paiement. Donc, tout est pensé pour les deux parties, le client final et l'expert comptable. D'accord. Et je voudrais rajouter aussi qu'il y a beaucoup de valeur aussi pour le dirigeant, parce que initialement, il attend le retour du cabinet comptable qui fait la saisie de son côté pour avoir des indicateurs sur l'état de ses finances. Faire cette saisie de manière automatisée va aussi générer ces indicateurs en temps réel pour l'entrepreneur. Donc c'est pas que faire gagner du temps au comptable ici, c'est aussi, et puis pas que faire gagner du temps au dirigeant, c'est aussi pour lui donner des indications et des indicateurs financiers en temps réel qu'il n'avait pas avant. Des KPI quelque part. Oui. Une petite chose peut-être à rajouter, notamment par rapport aux experts comptables. Je pense que effectivement certains ont peur de ce changement. C'est normal. On introduit du changement et comme dans tout changement, il y a une forme de crainte. Néanmoins, effectivement, c'est de plus en plus admis. Et au-delà de ça, on arrive même, je pense, sur des outils comme les nôtres, à générer de la valeur pour eux. C'est-à-dire qu'on va être capable de réduire ce temps passé sur des choses qui finalement ne peuvent pas être vendues très cher parce qu'elle ne nécessite pas une expertise énorme, je pense à de la saisie, des choses comme ça, pour aller au contraire sur des tâches qui peuvent être vendues plus cher, qui peuvent générer du chiffre d'affaires pour lui et qui peuvent littéralement créer de la valeur. Donc on va dire que l'expert comptable et les autres acteurs dans ce secteur-là sont plutôt des partenaires aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la majorité des experts comptables commencent à se structurer et commencent à avoir l'avantage d'utiliser des outils comme ça. Et moi, je faisais une conférence donc, à l'Annexe il y a une semaine. Et en effet, c'est beaucoup plus rentable pour un cabinet d'expertise comptable de mettre en place une mission d'analyse de marge en Power BI ou en Tableau que de faire de la saisie pour ses clients. Et les clients attendent autre chose. Ils voient la saisie, le classement, le paiement. Aujourd'hui, c'est une commodity. C'est-à-dire qu'il faut le proposer, mais on attend son expert comptable sur un autre niveau. Et aujourd'hui, vous arrivez à vous faire recommander par les experts comptables, ou vous avez fait des partenariats, ce genre de choses, ou vous restez sur le client final, TPE, PME? Oui, en fait, même si l'outil est destiné aux dirigeants de la TPE, il fait quand même gagner du temps au comptable aussi. Lui, il a tout intérêt à prescrire ou à recommander cet outil à son client pour pouvoir bénéficier derrière de cette automatisation et puis derrière effectivement de vendre des prestations qui ont une meilleure valeur ajoutée pour le client final. On peut dire oui. Et je dirais même que par rapport d'ailleurs à ce qui était très bien décrit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui il y a une forme de maturité et on passe sur des solutions qui cherchent un petit peu à tout faire, à des solutions intégrées. C'est un monde qui est particulièrement intégré. On est d'ailleurs tous les trois souvent en discussion sur des choses qu'on peut faire ensemble parce que chacun va avoir une corde à son arc que les autres n'ont pas et qui peut être intéressant dans tel ou tel contexte. Et donc l'intégration est la nature finalement de ce monde-là, ce qui fait qu'on arrive à communiquer entre nous, on communique avec des systèmes qui soient comptables ou pré-comptables sans problème, et certains pourraient voir ça comme de la compétition. On est plus dans une logique de coopération assez saine finalement pour créer de la valeur, parce que c'est ce qu'aussi attendent les clients. Certains vont avoir besoin, je sais pas, d'un outil de gestion de cartes, il faut qu'ils puissent le trouver, que ce soit compatible. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à chaque contexte. En fait, ce que tu décris, c'est le concept de cooptation. Sur certaines parties du business, vous allez être en coopération, comme tu le décris, et parfois, vous allez être éventuellement en compétition. Non, c'est intéressant, effectivement. On a vu ça dans pas mal d'autres sous-secteurs de la FinTech aux États-Unis et en Asie. Et ça vous permet aussi de préserver un peu vos coûts d'exploitation dans des développements communs et puis d'essayer de faire du chiffre d'affaires supérieur. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Je rejoins les deux analyses. Ouais. Non. Et aujourd'hui, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle,
dans votre value proposition. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques cas d'usage, puisqu'il y a eu une forte demande de vos services entre où vous étiez avant Covid et aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions poussées par cette demande et l'accélération de vos chiffres d'affaires respectifs. Je ne sais pas si Sébastien, par exemple, tu veux commencer. Oui, j'ai un cas d'usage assez intéressant. C'est une personne qui gère un supermarché G20. Je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais tant pis. Marion l'autorise. Là, c'est un peu particulier parce qu'il va recevoir régulièrement plusieurs factures par semaine, de factures alimentaires, dans lesquelles il y a des dizaines de lignes différentes qu'il faut imputer sur des comptes différents, que ce soit de manière comptable ou de manière analytique en amont pour que lui puisse s'y retrouver dans sa finance. Et donc ce qui se passait avant, c'est qu'il donnait ses factures à son comptable, qui faisait la saisie, qui lui facturait 10 000 € de saisie par an, et il lui redonnait ensuite les rapports avec un délai de temps. Nous, dans IPZ, du coup, on lui a dit tu prends le plan pro à 129 € par mois et on va t'automatiser complètement ce processus. Donc, on va chercher sur le fournisseur toutes les factures automatiquement, on les intègre dans IPZ, on a configuré pour lui, donc c'est une opération un peu manuelle qu'on fait de temps en temps, l'extraction de toutes les lignes qu'il a besoin d'extraire pour qu'il puisse avoir son analyse de son côté en amont, sans devoir attendre que son comptable lui redonne. Et derrière, on transmet les informations soit vers des logiciels comme Chaintrust, soit vers des logiciels de gestion comptable directement. L'information déjà saisie, électronique, pour ne pas faire perdre de temps plus loin dans la chaîne de valeur. D'accord. J'allais dire, pour notre part, c'est d'ailleurs un petit peu complémentaire, on va un petit peu plus loin dans les étapes. On a quelques exemples. Un qui peut résonner, c'est on traite par exemple des avoirs, des bons de commande ou des factures. On va être capable aujourd'hui de les classifier très facilement et du coup de les distinguer. Et en fonction du type de document qu'on va recevoir, on va être capable d'adopter tel ou tel process. Être capable de laisser la main à l'utilisateur pour construire son moteur de règles. Et c'est ça, par exemple, quelque chose qui est assez demandé côté expertise comptable, mais d'être capable de dire, si j'ai un montant de moins de 5 000 €, je vais payer à échéance sans plus de contrôle. Par contre, si c'est plus de 5 000 € et qu'il y a le motomate sur la facture, je vais pouvoir générer telle ou telle règle. Vous pouvez aller jusqu'à ce type de fine-tuning. On va jusqu'à ce type de niveau de détail. Et donc, alors il y a des règles qu'on pressent et pour éviter qu'il y ait trop de charges au départ, au démarrage. Et puis pour des utilisateurs un peu plus aguerris, on va donner la capacité à vraiment fine-tuner et aller dans le détail. D'accord. Michael, tu as... Oui, alors nous, c'est l'enjeu en fait, est d'acquérir de la data pour ensuite automatiser. Donc c'est-à-dire que nous, on va lire la compta de l'année dernière, donc le FEC, le fichier des écritures comptables, qui est un peu un grand livre à harmoniser. Et tout l'enjeu va être de comprendre et décoder ce FEC pour faire tourner nos modèles d'IA. Mais la problématique est qu'il faut l'harmoniser. En fait, c'est qu'avec une énorme base de données de FEC qu'on peut faire des modèles prédictifs, qu'on peut mettre dans les bons comptes, qu'on peut comprendre et décoder. Mais du coup, les FEC ne sont pas forcément harmonisés. Quelqu'un qui a un FEC sous Sage et qui a l'habitude d'utiliser un compte fournisseur 401 Tota pour Total, en fait, il n'a pas le même FEC que quelqu'un qui va utiliser un FEC sous Cegid ou c'est 08 TOTA. Et donc, nous, notre gros enjeu, c'est de les harmoniser on the go pour faire comprendre des trends et des patterns pour ensuite les automatiser. Et ensuite, on arrive à un niveau d'affinage où il y a des experts comptables qui ont besoin de quelque chose de très simple et d'autres qui ont besoin de quelque chose de plus compliqué. On leur laisse affiner ça. Voilà. Mais quelque part, effectivement, une fois de plus, vous aidez les entreprises. Mais par exemple, dans l'exemple de Sébastien, dans l'exemple que tu donnais, on voyait quand même que là où les personnes qui faisaient ces tâches-là auparavant, le temps gagné dans l'exemple de G20, aujourd'hui, cette personne fait autre chose, ou on va dire c'est Schumpeter destruction créatrice. Donc, comment ça se passe, puisque tu as des retours là-dessus? Donc le dirigeant de l'entreprise a simplement de la data plus rapidement, et des rapports plus rapidement. Et en fait, la personne qui va vraiment gagner du temps, ça va être le collaborateur du cabinet d'expertise comptable qui se chargeait de saisir toutes ces factures. Là, je vous ai parlé tout à l'heure il payait 10 000 € par mois de saisie. Il faut savoir que cette personne-là n'a pas baissé sa facture comptable. Il continue à payer, par an, je voulais dire par an, pas 10 000 € par an. Il continue à payer ça, mais par contre, il a une prestation adaptée. Et il a beaucoup plus de dialogue de type conseil avec son cabinet, alors qu'avant, tout le temps qu'il payait,
étaient alloués à de la simple saisie manuelle. Donc on voit le métier final du collaborateur évolue plutôt que d'être remplacé. D'accord. Je pense qu'effectivement, c'est important dans les gains, on en parlait au tout départ. Je pense qu'il y a une notion de plaisir qu'il ne faut pas sous-estimer, mais c'est remplacer aussi effectivement des tâches, quand on dit à faible valeur ajoutée, c'est pas que ça, mais c'est rébarbative, enfin, c'est de la saisie quotidienne, etc., par des choses qui sont finalement plus intéressantes, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans le quotidien. Et donc il y a une notion aussi de plaisir dans ce qu'on fait au quotidien qui est plus prégnante. D'accord. Et est-ce que dans votre offre, il y a la détection d'anomalies et de fraudes qui est un peu au cœur de votre offre de service aujourd'hui, puisqu'il y a des vrais sujets au niveau du gouvernement avec les sujets de cybersécurité, la digitalisation qui fragilisent quand même pas mal ces jeunes structures que sont les TPE et les PME qui sont pas aussi bien organisées que les grands groupes. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision sur ce point-là ? Alors là-dessus, je me porte un peu en faux, parce que pour avoir évolué aussi dans des établissements plus larges, je pense qu'aujourd'hui, en qualité de FinTech comme on l'est, on a la capacité de faire des innovations qui ne sont pas forcément présentes dans des grands groupes de ce côté-là. D'accord. Si je prends notre cas, par exemple, on a été capable de construire un algorithme de moteur de fraude assez poussé, où on va être capable sur presque une 60aine de critères, dynamiquement, d'évaluer un scoring de fraude et d'arrêter des paiements en live, chose qui existe par ailleurs, mais comme on bénéficie aussi des dernières avancées, etc., on est capable de bénéficier des derniers algorithmes publics dans ce secteur-là, et donc d'avoir des choses qui sont très proches de l'état de l'art, en tout cas, notamment par exemple pour la détection de fraude, pour la détection d'anomalies. Ça fait évidemment partie de la vision, je pense, puisque on parlait de gagner du temps. L'objectif, c'est que finalement 80-90% du flux soit traité automatiquement et qu'on soit capable de détecter ce qu'on va appeler les outliers, les choses qui dépassent, les choses où le montant ne correspond pas au type de facture que j'ai détecté. Là, j'ai quelque chose qui n'a pas l'air d'être en phase, et donc de pouvoir faire réagir et interpeller l'utilisateur sur ces données-là. D'accord. Ouais, je rajoute effectivement, pour compléter ce que Pierre-Antoine vient de dire, la détection d'anomalies, c'est vraiment clé, parce qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à de l'extraction et à de l'automatisation, en tout cas pas encore aujourd'hui. Donc il y a effectivement un processus de validation qui est beaucoup plus rapide que de la saisie manuelle, mais qui repose sur une mise en avant de l'anomalie. Donc c'est vraiment, attention, la date est en 2015, ça n'a probablement pas de sens pour ta compta 2021. Il y a des tas d'indicateurs comme ça qu'on est capable de détecter et de mettre en avant pour qu'en un clin d'œil, la validation d'une facture soit faite en quelques secondes. Donc ça repose aussi là-dessus. D'accord. Oui, tout à fait. Je rejoins exactement sur le même sujet. Nous, on a pris le parti de traiter parfaitement 90 à 95%. Et par contre, si on voit que c'est un doublon, comme vous l'avez aussi, bien sûr, on ne va pas la saisir, on va l'isoler. Si on voit que, par exemple, Sirène n'existe pas dans la base Sirène, on va bien sûr faire une alerte à l'expert comptable en disant attention, cette facture-là, c'est un Sirène qui n'existe pas. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus d'experts comptables, de TPE, de PME et de TI vont utiliser ces solutions parce que c'est aussi du confort. C'est pas que de l'automatisation, c'est aussi du confort et de la liberté d'esprit à ce sujet-là. Quels sont les décideurs qui prennent la décision de souscrire à vos services habituellement dans les structures que vous visez? C'est directement le numéro 1? Comment ça se passe? Vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus? Ça va dépendre, je pense qu'on a des cibles un peu différentes à ce sujet-là. Nous, pour le cas d'iPetzat, notre cible elle est assez claire, c'est la TPE de 1 à 20 employés. Donc en général, le dirigeant est tout seul dans la gestion financière, où il a un DAF pour l'aider. Donc le décideur, ça va être le dirigeant ou la personne en charge de gérer la finance de la société. C'est cette personne-là qui va souscrire à la solution et qui sera décideur. Oui, je pense dans la lignée, parce qu'on a un peu les mêmes cibles. Nous, on va cibler des entreprises un tout petit peu plus grosses. Donc des fois, on va avoir les deux cas. Des fois, on va avoir un dirigeant
Des fois, on va avoir une équipe en souffrance qui cherche des solutions, qui passe sa journée à faire des choses qui ne sont pas très marrantes et qui, du coup, cherche un peu sur Internet une solution. Voilà. Et eux, souvent, sont très moteurs sur l'adoption parce que ça change littéralement leur quotidien. Quand le dirigeant est tout seul, ça change aussi son quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu les deux cas. Et évidemment, les experts comptables restent prescripteurs. C'est-à-dire que si vous avez un expert comptable en face qui dit j'en veux pas, c'est pas la peine d'y penser, malgré toute l'envie du monde, ça va être compliqué. Si en face il est pour le coup moteur, même si la personne est plutôt réticente, vous avez quand même une adoption parce qu'il est aujourd'hui la personne de conseil. Hein. Oui, tout à fait. L'expert comptable garde un rôle de conseil d'entreprise. Nous, on va avoir trois types de personas. Donc, soit ça va être la PME qui va dire j'ai une autre PME qui utilise ShaneTrust parce qu'il y a aussi un accès PME que l'expert comptable donne à son client final, et du coup il va dire à son expert comptable regarde ShaneTrust c'est pas mal, et du coup c'est un peu par la PME qu'on l'a, mais principalement pour les petits cabinets d'expertise comptable ça va être l'associé avec beaucoup de bouche-oreille, et on a des gros cabinets très structurés où là on va avoir un CODIR, où là on va avoir plusieurs sièges, donc il y a une période de test dans un des établissements, ensuite on va générer ça à une région, et ensuite on développe ShaneTrust sur la totalité du groupe. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, compte tenu de, si c'est des éléments que vous pouvez partager, que vous voulez partager, moi je présume, et je voyais par rapport à la presse et différents échanges, qu'effectivement ça a été un accélérateur pour vous. Est-ce que vous pouvez nous partager comment ça se passe en interne? Vous êtes en recrutement avec des profils en particulier? Je sens quand même qu'il y a une traction par rapport à l'activité pour vos trois sociétés. Oui, c'est sûr que même en période Covid, effectivement, tout le monde a besoin de gérer ses finances et même encore plus. Donc les boîtes, je pense que nos 3 boîtes se portent bien. Nous, on est en pleine phase de recrutement, effectivement, et d'accélération. Et on est en train de boucler une deuxième levée de fonds qui sera annoncée plutôt à la rentrée. D'accord. Et profiter peut-être de l'audience pour les profils que tu recherches aujourd'hui, en particulier. On recherche donc des profils commerciaux, peut-être avec une appétence à la comptabilité, pour parler à des dirigeants, mais aussi pour parler à des experts comptables. On recherche aussi des développeurs, donc là plutôt en Python et voilà. Le dieu Python de l'IA, on en a tous besoin. Donc pareil, nous on est en pleine phase de recrutement, vu qu'on vient de clôturer notre levée, et Ruby, Python et DevOps aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et du coup, pour compléter et revenir un tout petit peu sur ce que tu disais en amont, effectivement, il y a cette phase Covid, elle a quelque chose, effectivement, alors certes un peu bénéfique, parce que les gens ont eu d'un côté un peu de temps et en même temps un peu de pression. Je pense que ça a amené un phénomène de transition. Et on en bénéficie tous parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit un phénomène au sein des entreprises. C'est déjà un rajeunissement d'une partie des dirigeants d'entreprise. Et dans le même temps, des solutions qu'ils utilisaient en perso, qu'ils essayent d'amener dans leur vie pro. Personne ne comprend qu'aujourd'hui, on puisse avoir Lydia, payer son ami en 2 clics, et que quand on va dans son entreprise, une stat, c'est 25 minutes pour payer une facture. Ça paraît aberrant à tout le monde. Et donc, les gens veulent ce genre de solution dans l'entreprise. Et je pense que c'est ce qu'on apporte. Donc nous, effectivement, un peu dans la lignée, hein, on a bouclé une 3e levée de fonds en 2 ans, et on a recruté aujourd'hui 40 personnes sur les 80 qu'on va recruter cette année, sur tous les métiers. Donc vente, tech, produits, accompagnement, support, etc. D'accord, merci pour avoir partagé ces éléments. Et aujourd'hui, si on doit avoir une perspective un peu stratégique, une vision, qu'est-ce que vous souhaitez exécuter, où vous souhaitez être à horizon 3-5 ans, le comment, le pourquoi, et le quand, je viens de le dire. Donc, toujours automatiser un maximum de choses, et puis peut-être avec l'évolution des législations autour de la facture, en tout cas pour notre part, ça va être de participer à ça, de participer à la centralisation des factures, à la standardisation des formats. Donc je pense que ça va être un grand enjeu dans les 3 prochaines années. mais pour ne pas dire de gros mots, quand tu parles de standardisation, il y a aussi les éléments de lobbying aujourd'hui.
faut pas se le cacher, notamment pour la FinTech française, à la manœuvre France FinTech avec Christine et Alain qui a bien manœuvré pendant ces moments-là. Ah oui, quand je dis Alain Clos, donc le président de France FinTech, l'association des FinTech en France, et des insurtech. Enfin, pour moi, FinTech, il y a tout. Hein. Donc, et Christine, qui est la directrice générale, donc la numéro 2 de cette association, qui a, je dirais, l'écoute de Bercy et nos gouvernements pour écrire les différents projets de loi. Et donc j'en reviens justement par rapport à toutes ces évolutions qui arrivent. Est-ce que vous arrivez à prendre le temps d'être, entre guillemets, dans les bons cercles d'influence pour un peu aider, prendre la main de ceux qui écrivent nos projets de loi? On a pu le voir pendant le Covid, on a été assez actifs de ce point de vue-là. Oui, parce que justement, nous, on est sur le terrain. C'est nous qui discutons avec les gens qui détiennent ces factures et qui les traitent. Donc, ils sont à l'écoute justement des besoins que nous, on entend. Donc, on a discuté plusieurs fois avec Alain Clos. On va dans le bon sens. Ils nous écoutent et puis nous, on essaie de s'adapter à ce qu'ils mettent en place. Donc, oui. Alors, il y avait 2 questions. Pour répondre à la deuxième, je pense qu'effectivement, ils sont très à l'écoute et font un super boulot. C'est le cas d'ailleurs non seulement des associations qui représentent, mais aussi de beaucoup d'acteurs, j'allais dire, plus historiques. Je pense aux banques ou aux acteurs de comptabilité un petit peu plus traditionnels, qui savent qu'aujourd'hui, innover, c'est pas forcément facile de le faire en interne, et donc qui cherchent du relationnel avec des entreprises comme les nôtres. Et du coup, dans la vision, je pense, de 3 à 5 ans, pour compléter ce que disait Sébastien, il y a effectivement une part d'automatisation, mais il y a aussi, je pense, cette idée de simplifier, de créer, voilà, je parlais un peu de plaisir tout à l'heure, mais d'apporter quelque chose de fluide, des interfaces qui viennent du monde un peu de ce qu'on appellerait le C2C, donc plutôt voilà, quelque chose qui soit plaisant à utiliser, des belles interfaces, des choses très simples, très fluides, et où tout ce qui peut être évité est évité et processé automatiquement. Michael ? Oui, je vais rejoindre cette vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'harmoniser, que ce soit sur FactureX, que ce soit sur d'autres sujets, et je pense que les différents acteurs étatiques sont très à l'écoute et sont très bienveillants avec les différentes startups existantes. Et sur la question de où est-ce que nous voyons dans 3-5 ans, c'est vraiment libérer l'expert comptable, libérer le professionnel de la finance des tâches chronophages et récurrentes pour le laisser vraiment se concentrer sur ce qui fait de la valeur à son métier. Et je pense que voilà, on est tous les 3 d'accord. La valeur du métier, c'est pas forcément d'aller chercher toutes ces factures et d'aller sur son Gmail. La valeur du métier, c'est pas forcément de passer du temps à voir si cette facture on l'a payée, on l'a pas payée, est-ce que c'est un doublon. Et la valeur du métier, c'est pas non plus passer son temps à saisir des tickets de caisse. Et je pense que sur ça, le constat est assez simple. Dans vos perspectives stratégiques, on a parlé rapidement des levées de fonds, une bonne croissance du marché, mais il n'y a aucun de vous qui m'a parlé de l'international. Est-ce que c'est une barrière par rapport au plan comptable? Il y a une harmonisation européenne. Comment vous voyez les choses pour aller vous projeter, si c'est possible, je dirais, au moins dans l'Union européenne? Non, au contraire, alors ça dépend à quel niveau. Au niveau de la comptabilité, il y a clairement des petites différences. Mais au niveau de la pré-comptabilité, donc ce qui est préparation comptable, donc saisie de factures, gestion financière de manière générale, en général c'est assez générique, peu importe le pays. Tout le monde a besoin d'analyser ses finances, et d'avoir ses factures au même endroit, et puis de savoir ce qui a été payé et pas payé. Et dans ce sens-là, nous on a déjà des clients en Espagne et en Italie, et on a prévu effectivement avec cette levée de fonds de partir à l'international également. D'accord. Et je pense qu'effectivement, on a la chance d'être en Europe, qui constitue à la fois un gros marché, mais aussi un marché qui est relativement protégé, notamment des États-Unis, où il y a pas mal de solutions qui déjà vivent et qui sont assez importantes. Certains nous disent, mais vous n'avez pas peur qu'ils vous attaquent? On a la chance, nous par exemple sur le paiement, d'avoir un marché qui est assez spécifique, avec des infrastructures européennes où voilà, on peut se défendre. Il faut le faire assez rapidement parce qu'ils n'hésiteront pas non plus à venir. Mais voilà, en plus on a une belle carte à jouer parce que Cocorico, en étant européen, il y a une question de souveraineté qui est très intéressante, que ce soit pour des décideurs publics, mais aussi pour les entreprises qui nous utilisent. D'être français ou d'être européen, ça compte beaucoup pour eux, parce que c'est des données sensibles.
Voilà, donc là-dessus, il y a des belles cartes à jouer. Et effectivement, on ne l'a pas mentionné, mais on compte bien y aller. Oui, alors au sujet comptable, donc les plans comptables européens sont assez proches, que ce soit le plan comptable allemand, français, italien, c'est des plans qui sont assez similaires. À la marge, il y a quelques différences, mais c'est très adaptable en fait. Donc c'est tout à fait possible d'aller dans d'autres pays. Concernant l'émergence de champions nationaux européens, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui parce qu'on a des champions qui peuvent se déployer rapidement des États-Unis en Europe. Et aujourd'hui, on a des spécificités en Europe qui font que les startups européennes connaissent mieux le marché. On a de plus en plus de licornes. Il faut que ça continue. Il faut vraiment qu'on assoie la souveraineté de startups européennes en Europe et qu'on se défende vis-à-vis de cette part du gâteau comparé aux startups américaines qui sont très talentueuses et très sympathiques, mais voilà. C'est drôle d'ailleurs que tu abordes ce sujet au niveau de la souveraineté, un peu de la donnée avec des éléments stratégiques, puisque vous occupez quand même de choses clés qui peuvent être importantes dans le cadre d'une acquisition ou de solutions de marché concurrentes. Moi, j'ai eu la chance, un peu comme vous, de co-créer Invio, qui est plus dans la data pure. On rend la donnée dite accessible en faisant des plateformes pour les services financiers qui explorent, qui contrôlent et qui visualisent la donnée de manière simple et qui rend augmenter, je dirais, toutes les lignes de métier. Et là, il y a un vrai sujet aujourd'hui avec certaines autorités qui est le cloud à la française ou le cloud européen, bientôt la certification pour les secteurs de la santé et de la finance avec Nemclub qui va arriver pour avoir les données des entreprises en France ou au moins en Europe, coupées des GAFA. Et si on n'a pas la certification, les grands groupes ou les ETI ne pourront pas travailler avec eux. Donc ça, effectivement, ça arrive et tu as raison de le noter parce que tout le monde devra se mettre, entre guillemets, d'équerre. Je voulais savoir si dans l'assistance, on avait quelques questions pour nos chers copanélistes. A priori, non. Je vous remercie. Messieurs, merci. Bon courage. Merci beaucoup. Car je sais qu'être entrepreneur n'est pas facile tous les jours, mais actuellement, c'est, on va dire, c'est source de satisfaction. Merci à tous. Au revoir. Merci Xavier. Au revoir. Au revoir.